TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres de ce journal. Bientôt, le Togo disposera d'un schéma d'aménagement du territoire, un document qui permettra au gouvernement de mieux planifier et réaliser les projets de développement, et ceci sur toute l'étendue du territoire national et selon chaque localité. Le processus a démarré hier avec le lancement officiel par Madame le Premier ministre Victoire Tomega Dogby. Les détails à découvrir dans ce journal. Et le Togo veut également plaider sa cause pour mieux bénéficier du fonds vert, cette subvention pour les actions en faveur du climat. Et pour cela, il faudra élaborer un projet éligible. Exercice démarré donc depuis ce matin à Lomé. Et puis, plus besoin pour les producteurs d'attendre le passage des équipes de l'ANSAT pour écouler leur production. Un guichet spécial d'achat du riz paddy est officiellement ouvert dans les savanes. Il permet ainsi aux producteurs d'aller y vendre le trop-plein de leur riz à un prix défiant toute concurrence. À découvrir dans cette édition. Voilà donc pour les titres. D'abord, au menu du Conseil des ministres de ce mercredi, présidé par le chef de l'État Faure Sozimna Nyazingbe, l'examen de 2 projets de décret. Parmi ceux-ci, un projet fixant les conditions d'accès à la profession de transporteur, d'intermédiaire et d'auxiliaire de transport, ainsi que l'exercice des activités de transport routier. Le compte-rendu de ce conseil avec le ministre en charge de la communication, porte-parole du gouvernement, professeur Akoda Ayouada. Communiqué du Conseil des ministres du 1er mars 2023. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 1er mars 2023 sous la présidence de son Excellence M. Faure Sozimna Nyazingbe, président de la République. Le Conseil a examiné 2 projets de décret et écouté 2 communications. Au titre des projets de décret, le Conseil a examiné en 2e lecture le projet de décret fixant les conditions d'accès à la profession de transporteur, d'intermédiaire et d'auxiliaire de transport et d'exercice des activités de transport routier. Dans le cadre des réformes engagées par le gouvernement pour dynamiser la croissance nationale, le présent décret permettra d'améliorer la compétitivité du sous-secteur des transports routiers en assurant la professionnalisation des acteurs. L'étude de ce texte qui définit les conditions d'accès aux professions de transporteurs, d'intermédiaires et d'auxiliaires, notamment l'obligation de se constituer en société commerciale, sera poursuivie lors d'une prochaine séance du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres a ensuite examiné en première lecture le projet de décret portant modalités d'ouverture, d'organisation et de fonctionnement des crèches garderies au Togo. Le gouvernement a mis le bien-être de la petite enfance au cœur de ses actions. Eu égard au rôle important que jouent les crèches et garderies dans le soutien apporté aux parents ou tuteurs durant leur temps de travail, il est apparu nécessaire de renforcer le cadre juridique afin de garantir aux enfants la meilleure prise en charge possible. Ce décret fera l'objet d'une nouvelle étude lors d'un prochain conseil. Au titre des communications, le Conseil a écouté une première communication relative à l'état d'exécution du programme de désenclavement et des pistes rurales dans le cadre de la feuille de route gouvernementale 2020-2025 présentée par le ministre du Désenclavement et des pistes rurales. Dans le but d'accompagner durablement la politique agricole de notre pays et de faciliter l'accès des populations rurales aux infrastructures, équipements et services socio-économiques de base, le gouvernement a inscrit au titre des projets prioritaires de la feuille de route 2020-2025 un vaste programme de désenclavement
et d'aménagement des pistes rurales. La présente communication a pour objet de rendre compte des travaux qui y ont été effectués. À fin décembre 2022, 680 km de pistes rurales ont été aménagées. S'agissant de l'entretien du réseau existant à 75% en bon et moyen état, 1270 km sont achevés et 712 km sont en cours d'exécution. En termes de modélisation du réseau de pistes rurales, un linéaire total de 3437 km de pistes rurales identifiées et inventoriées a fait l'objet de collecte des données sur les dégradations en phase pilote dans la région maritime en vue de la mise en place d'une banque de données pistes rurales. Pour rappel, ce programme contribue à l'atteinte des objectifs de l'axe stratégique 2 de la feuille de route gouvernementale 2020-2025 qui vise à dynamiser la création d'emplois en s'appuyant sur les forces de l'économie. Le Conseil, tout en relevant les progrès réalisés, a instruit pour que des propositions spécifiques soient faites afin de répondre aux défis représentés par le nombre élevé de résiliations des marchés attribués aux petites et moyennes entreprises. Par ailleurs, le Conseil a encouragé les services responsables à renforcer l'implication des populations dans le suivi des travaux. Le Conseil a ensuite écouté une deuxième communication relative au renforcement du positionnement économique de notre pays dans les opérations de manutention au port autonome de Lomé, présentée par le ministre de l'Économie et des Finances. Dans le but de développer les activités portuaires, notre pays a accordé en 2001 une concession à la société Togo Terminal, filiale du groupe Bolloré et anciennement dénommée SE2M, afin de lui confier une partie importante des activités de manutention portuaire. Quelques années après la mise en œuvre de cette concession et face aux défis communs liés à la poursuite du développement de cette infrastructure majeure, des différends sont nés, en particulier sur l'exclusivité des droits accordés aux partenaires privés. Suite à la saisine d'un tribunal arbitral par Togo Terminal, les deux parties, après 4 années de procédure, ont opté pour un règlement transactionnel du différend. Ce règlement a abouti à un accord qui consacre le renforcement du positionnement de notre pays dans le partenariat. Ainsi, les droits économiques tirés de la Convention par le Togo sont revalorisés et notre pays acquiert 25% d'actions supplémentaires qui portent la participation détenue par les pouvoirs publics à 30% en y ajoutant les 5% précédemment détenus par le port autonome de Lomé. Ensuite, le Togo renforce sa participation dans la gouvernance en nommant 2 administrateurs supplémentaires au conseil d'administration. Enfin, cet accord ouvre la voie à de nouveaux investissements et à l'accueil d'autres partenaires dans le développement du port autonome de Lomé. Le Conseil a salué cet accord gagnant-gagnant qui marque la maturité du partenariat entre les 2 acteurs. Il a renouvelé ses admirations au chef de l'État, son Excellence M. Faure Esozimna Gnassingbé, pour l'efficacité de son leadership et la qualité de ses hautes orientations qui permettent de poursuivre la valorisation du port autonome de Lomé. Le Conseil a écouté une dernière communication relative à la démarche méthodologique du choix de la zone pilote de la stratégie d'optimisation des pratiques des agents de santé communautaire, ASC et relais communautaires au Togo, présentée par le ministre délégué chargé de l'accès universel aux soins. Le gouvernement togolais, dans sa feuille de route 2020-2025, s'est fixé pour objectif de garantir la couverture sanitaire universelle à travers le renforcement de l'accès aux services de base pour tous et l'amélioration de la qualité du système de santé. Parmi les composantes du projet P3, mise en place de la couverture sanitaire universelle, figure le renforcement du personnel de santé
en s'appuyant sur les agents de santé communautaires avec une cible de 90% de villages disposant d'un agent de santé communautaire formé sur les soins intégrés. À cet effet, une stratégie d'optimisation des pratiques des agents de santé communautaires et relais communautaires au Togo a été validée par le gouvernement, ouvrant ainsi la voie à l'élaboration d'un projet pilote pour tester la dite stratégie avant un passage à l'échelle. Ce projet pilote, qui sera mis en œuvre dans les districts sanitaires les moins performants en santé communautaire, permettra de tester la mise en commun des fonds des partenaires intervenant dans les mêmes zones géographiques. Au titre des divers, le ministre chargé de la Santé et le ministre chargé de l'Inclusion financière ont rendu compte au Conseil de l'adoption et de la publication de la liste des médicaments essentiels sous dénomination commune internationale remboursables dans le cadre du programme School Assure. Cette liste, diffusée dans les médias, permet de définir les médicaments à prescrire dans le cadre du programme et donc le remboursement de ceux-ci au profit des formations sanitaires. Fait à Lomé le 1er mars 2023, le Conseil des ministres. Et le Conseil a justement écouté une communication relative à l'état d'exécution du programme de désenclavement et d'aménagement des pistes rurales dans le cadre de la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Quel est alors l'état des lieux de l'exécution du dit programme? Eh bien, le ministre de la Communication a répondu à cette question des journalistes. En voici un extrait. Aujourd'hui, on peut faire un état des lieux rapide pour identifier que sur le volet entretien des pistes rurales, on a autour de 1270 km achevés et 712 km en cours. Sur le volet aménagement de pistes rurales, près de 700 km sont déjà terminés et d'autres sont en cours d'exécution. Sur l'axe 3, sur les 10 000 km qui sont projetés pour être modélisés, on a le tiers dont la collecte des données est déjà effectuée et la consolidation de celle-ci en cours. Ce qu'il faut noter, c'est que sur ce genre de projet, on a un certain nombre de défis. On a le défi de la gestion de nos différentes saisons, c'est-à-dire que pendant les saisons de pluie, les entreprises qui travaillent sur le secteur n'ont pas la possibilité de continuer à avancer. Et l'on a rencontré aussi, dans le cadre de la politique d'implication des PME, l'on a rencontré un nombre important de résiliations de marché, soit parce que les TPME n'ont pas de capacité suffisante pour exécuter le marché, capacité matérielle, capacité financière, soit parce que celles-ci ne sont pas très bien organisées pour attaquer de tels marchés. Donc, des leçons sont tirées de cette première phase et des correctifs sont en train d'être mis en place. L'intégralité de cette conférence de presse à suivre donc à la fin de cette édition. Réduire les déséquilibres régionaux en permettant à chaque citoyen togolais, quel que soit son lieu de résidence, d'avoir accès aux services sociaux collectifs de base. Cette vision principale du gouvernement, inscrite dans la feuille de route Togo 2025, passe par la mise en place d'un schéma national d'aménagement du territoire. Et le processus de son élaboration a été enclenché hier mardi à Lomé. Cérémonie présidée par Madame le Premier ministre, Victoire Tomega Dobé. Le compte rendu avec Ulrich Abega. Une nouvelle ère dans le processus de développement s'ouvre pour le Togo. Une ère d'accès pour tous à l'énergie, à l'eau potable, aux soins de santé de qualité, à une éducation plus efficace, aux infrastructures socio-collectives de base, au règlement des problèmes fonciers. Tout se concrétisera désormais grâce au schéma national d'aménagement du territoire, dont le processus d'élaboration est lancé ici par le Premier ministre, chef du gouvernement, Victoire Tomega Dobé. Le gouvernement traduit ainsi son ambition d'un Togo meilleur, ambition inscrite dans la feuille de route Togo 2025. Il sera un outil d'accélération des réponses à la vulnérabilité des populations, en particulier dans les zones les plus exposées à la menace sécuritaire. Le SNAT constitue donc
aussi bien pour les pouvoirs publics que pour le secteur privé, la société civile et les partenaires techniques et financiers, un outil stratégique d'aide à la décision et d'anticipation dans la gestion de l'espace et de l'économie, ce qui renforcera pour l'avenir de notre pays des grandes orientations du développement, la cohérence et la synergie des politiques stratégiques sectorielles pour une gestion harmonieuse de l'espace national. Sa mise en place vient confirmer la volonté du chef de l'État de promouvoir des mécanismes adéquats et indispensables qui permettront d'accélérer le développement inclusif, équilibré et durable de notre pays. Le mieux-être de tous les Togolais, une nécessité totale, une urgence absolue. Il ne faut donc laisser personne pour compte. Des actions sont entreprises par le gouvernement depuis belle lurette pour redresser la pente. Ce document vient en confirmation. C'est dans ce cadre que nous avons récemment réalisé le 5e recensement général de la population et de l'habitat afin de mieux connaître la structure de notre population et renforcer la fiabilité des données qui nous permettront d'adopter des politiques, des stratégies idoines et adéquates. Et comme cela a été rappelé par le chef de l'État, son Excellence M. Faure Issoizim Nanyasingbe, lors de son discours de fin d'année, ce recensement sera complété et affiné par l'identification nationale biométrique et au-delà par la mise en place du registre social des personnes et des ménages qui paracheveront les dispositifs déjà en place, ceci pour un meilleur ciblage des populations et de leurs besoins. Ce schéma devra prendre en compte les initiatives existantes comme le projet de recensement des infrastructures socio-économiques du Togo. Et le schéma, le SNAT, va nous permettre d'identifier ces zones-là et de concentrer les investissements pour permettre de retenir les populations dans leur milieu, que ces populations puissent créer la richesse dans leur milieu. Et c'est également pour les jeunes qui vont trouver des emplois dans leur milieu. L'élaboration de ce schéma national d'aménagement du territoire va durer 8 mois. Gouvernement, collectivités locales, société civile, secteur privé, partenaires techniques et financiers restent unanimes quant à cette vision prônée par le chef de l'État Faure Issoizim Nanyasingbe. Une vision d'un Togo en paix, une nation moderne avec une croissance économique inclusive et durable, rappelée à tous ici par le chef du gouvernement, Victoire Toméga Dogbe. Un développement harmonieux, équilibré et durable du territoire, cela vaut la peine pour permettre donc à chaque citoyen de s'auto-promouvoir. Le schéma national d'aménagement du territoire apparaît ainsi comme la solution idéale. Que doit-on savoir concrètement de son élaboration? Comment sera-t-il élaboré et quel sera son impact sur le quotidien des populations? Ulrich Chamega nous répond. À voir ce tableau, l'on peut s'apercevoir du déséquilibre et des disparités régionales qui existent à travers le territoire. Forte concentration des entreprises dans la capitale, taux d'accès plus élevé aux services de santé, à l'eau et aux services socio-économiques de base, déséquilibre de l'armature urbaine entre autres. Conséquence, un développement horizontal avec les migrations, un taux élevé de pauvreté dans les zones rurales. Des disproportions que viendra corriger le schéma national d'aménagement du territoire en conformité avec les objectifs de la décentralisation enclenchés par le pays il y a 3 ans. L'ensemble des acteurs de développement sont orientés sur comment localiser désormais les infrastructures, les équipements, les activités, les hommes en fonction des options que le gouvernement aurait prises et en fonction des orientations qui devaient être définies à travers cet outil technique qu'est le schéma national d'aménagement du territoire. Nous allons procéder dans la phase diagnostique à la collecte des données des différents secteurs, de tous les secteurs d'activité. Donc après cette collecte des données, on fait l'état des lieux et on procède à l'analyse diagnostique, donc pour établir le rapport bilan diagnostique. À partir de ce rapport, on va se projeter dans le futur pour qu'ensemble on définisse l'image que nous voulons de notre territoire pour les 20 prochaines années. L'aménagement du territoire apparaît clairement comme une structuration économique du territoire national dans le cadre de la politique globale de l'État.
La stratégie vient ainsi répondre aux nouveaux enjeux de l'urbanisation, de la compétitivité, de l'intégration régionale et d'une plus grande multiplication et responsabilisation des acteurs locaux en vue d'un développement durable. Le président de la République, son Excellence Faure Ezzodimna Gnassingbé, a fait des préoccupations de l'aménagement du territoire une de ses priorités depuis 2009 avec l'adoption de la politique nationale d'aménagement du territoire et la mise en place des outils juridiques et institutionnels. Notre pays a besoin de cet important outil qui sert de cadre de référence spatiale pour accompagner les grandes dynamiques impulsées par le chef de l'État sur l'ensemble du territoire national en termes de transition agricole, numérique, logistique, environnementale, éducative, médicale. Le gouvernement fera sa part, la complicité et la disponibilité de tous les acteurs sollicités afin de réduire ces disparités. Un engagement de tous pour une nation paisible et moderne. Le Togo fait partie de ces pays qui bénéficient le moins de fonds disponibles en faveur du climat. Et comment alors se préparer en vue de présenter un projet compétitif et éligible au fonds vert? Les acteurs nationaux sont en consultation depuis ce matin pour cela. Ils vont dégager une note conceptuelle pour la mobilisation des ressources et ceci en faveur d'une agriculture résiliente. Des précisions avec Christine Petit-Kialoudé. Les rendements agricoles ces 10 dernières années ont baissé de 30 à 51% selon la BAD. Les changements climatiques sont les principales causes. Le ministère de l'Agriculture, l'Institut mondial pour la croissance verte (IGI) et le Consortium international des centres de recherche agricoles (CGIAR) discutent avec les acteurs impliqués. Les idées seront mises ensemble dans une note indispensable à la mobilisation des ressources en faveur d'une agriculture qui s'adapte au changement climatique. Il y a une porte de financement qui est ouverte au fonds vert et que le Togo est pays membre et que GGGI, notre institution, a trouvé qu'il y a vraiment une volonté très remarquée que le Togo vraiment veut faire avancer l'agenda de changement climatique, surtout en visant l'agriculture pour assurer la sécurité alimentaire. C'est pourquoi on a choisi le Togo. Quel que soit le financement qui sera donné, je pense que ça va rentrer dans le cadre d'une manière générale de la maîtrise de l'eau. Les aménagements hydro-agricoles, l'irrigation. D'ici 2036, aucune mesure d'adaptation n'est prise. Toutes les cultures seront davantage affectées. La situation du secteur agricole, le contexte du projet en lien avec GGI, le Consortium international des centres de recherche agricole et ses ambitions pour le Togo sont également exposés. C'est important pour nous, à travers ce projet, de comprendre les besoins du Togo, de comprendre les priorités du Togo, de valider ces priorités-là afin de développer le projet. Parce que l'idée, ce n'est pas de prendre une idée et de venir copier. Cette activité se situe dans le contexte de la stratégie du Togo pour la mobilisation des financements. Bill et Melinda Gates ont apporté le soutien financier. Le prix du kilogramme du riz paddy vient de passer de 160 francs à 190 francs. Et c'est à ce prix que désormais les producteurs des savanes pourront écouler leur trop-plein de production. Ce sera possible donc au guichet spécial d'achat qui vient d'ouvrir officiellement ses portes dans la région. Et déjà, à l'ouverture, 150 tonnes de riz ont été achetées. Une initiative donc de l'ANSAT. Des précisions sur place avec Gérard Lagoudou. Pas de temps à perdre pour les producteurs dans la région des Savanes après leur rencontre d'échange avec la Direction générale de l'Agence nationale de la sécurité alimentaire du Togo ANSAT tenue le 9 février dernier à Dapaon. Conclusion, ouverture du guichet spécial d'achat du riz paddy avec augmentation du prix du kilogramme. La particularité de ce guichet est la révision à la hausse du prix d'achat aux producteurs qui passe maintenant de 160 francs à 190 francs les kilogrammes de riz paddy acheté bord champ. Donc l'ANSAT saisit l'occasion pour rassurer les producteurs et les exhorter à déclarer leur stock de riz paddy et autres produits pour que ces produits soient
achetés par l'ANSAT. Ouverture effective constatée ici à Mandjouri, dans la préfecture de Pendjal. La coopérative Lampoguini a mobilisé 50 tonnes de ripadji contre 9 500 000 francs CFA. L'année passée, on avait vendu à 160. Ça nous a aidé à refaire la nouvelle campagne. Et cette année, avec l'insécurité, franchement, nous sommes très contents. Et nous avons vu ce lancement. Nous remercions le chef de l'État pour tout l'effort qu'il fournit. Avec ce prix, nous allons faire beaucoup de choses, aller très loin. À Bagré, toujours dans le Pendjal, l'association de coopératives Palamang a également déclaré la même quantité de ripadji à l'ANSAT contre 9 500 000 francs CFA. L'amélioration, c'est bon. Nous construisons nos maisons et encore nous les jeunes, nous préférons d'acheter des nouvelles motos. Et ça, nous sommes très fiers que le prix augmente chaque année que nous cultivons le riz. Nous comptons que l'année prochaine, nous allons cultiver plus, donner à l'ANSAT plus de 1000 tonnes. Dans la préfecture de Loti, Scoop Nyawarima a également saisi la présente opportunité. 50 tonnes de ripadji engagées contre 9 500 000 francs CFA. C'est très grand soulagement pour nous. Nous sommes très motivés à faire sortir le ripadji pour pouvoir bien vendre et récupérer quelque chose. Aux frères producteurs de faire tout pour vendre ça à ANSAT. Parce que pour ANSAT, c'est pour nous tous. Ça peut, le gouvernement peut nous aider aussi en cas d'urgence. Donc, contrairement à ceux de Nigeria et Béninois, ça va sortir du pays et ça ne va pas nous en profiter. Nous disons merci au président de la République d'avoir pensé à nous les producteurs. À travers le forum, le président nous a donné beaucoup de choses. Avec l'augmentation du prix, ça peut nous aider à mieux faire les prochaines cultures qui arrivent. Ces 3 localités ciblées pour le lancement de la présente campagne d'achat ont permis de mobiliser au total 150 tonnes de ripadji contre 28 500 000 francs CFA. Pour le compte de la région des Savanes, environ 1200 tonnes de ripadji s'annoncent dans les viseurs de l'Agence nationale de la sécurité alimentaire du Togo. Et les producteurs sont appelés à susciter des offres d'achat de qualité pour le renforcement du grenier national. Hors du Togo, le Nigeria, depuis ce mercredi, un nouveau président, Bola Tinubu, du parti au pouvoir APC. Il a reçu officiellement le certificat de son élection cet après-midi. Un résultat, donc, une élection sur fond de violence dans le pays. Ces scènes de liesse ont duré jusqu'au bout de la nuit au siège du parti de Bola Tinubu. Le candidat du Congrès des progressistes, le parti présidentiel, est officiellement le nouveau chef d'État du Nigeria. L'ancien gouverneur de Lagos, 70 ans, a réuni un peu moins de 9 millions des voix dans l'élection la plus indécise de l'histoire du pays. Le navire ne coule pas. Il ne dépérit pas. Nous nous ancrons avec le président élu, Bola Ahmed Tinubu. La fin d'un véritable imbroglio électoral et de longues heures d'attente. Bola Tinubu est élu plus de 3 jours après la fin du scrutin, entaché par ce décompte des votes très lent et par des défaillances dans le transfert des votes électroniques. Avant même l'officialisation des résultats, l'opposition dénonçait un simulacre d'élection. Cette élection n'est pas vraiment juste et crédible et est déjà compromise. Il est évident pour tous les Nigérians que cette élection est déjà compromise. Des accusations rejetées par la commission électorale. Désormais président, Bola Tinubu a de nouveaux défis dans un pays en proie aux pénuries d'argent liquide, de carburant et qui fait face à une recrudescence de la menace djihadiste. Une élection sur fond donc de contestation. À Libreville au Gabon, s'est ouvert ce mercredi le One Forest Summit, le sommet de haut niveau sur la protection des forêts tropicales. Au menu des discussions, justement, la protection des forêts du bassin du Congo en Afrique centrale, à cheval sur le Congo, la RDC, le Cameroun, la Centrafrique, la Guinée équatoriale et le Gabon. Et le président français Emmanuel Macron prend part à ce sommet au Gabon, première étape de sa tournée de 4 jours en Afrique centrale.
Retour en page nationale où le 37e championnat militaire et paramilitaire a débuté hier mardi au stade municipal de Lomé avec la participation de 17 équipes des unités des forces armées togolaises. Et en match d'ouverture, le régiment blindé de reconnaissance et d'appui Herbra qui a battu la douane nationale par un score de 1-0. Le compte rendu et le résumé avec Achou Saba. 17 équipes des corps militaires et paramilitaires réparties en 4 poules de 4 partent pour la conquête du trophée du 37e championnat militaire et paramilitaire de football, édition 2023. La cérémonie en cours marque donc officiellement le lancement de ce championnat issu des formations militaires et paramilitaires pour un seul trophée, détenu par le régiment parachutiste commando de Kara, champion de l'édition précédente. Cette heureuse occasion offre une réelle opportunité aux forces de défense et de sécurité de renouveler leur gratitude au président de la République, chef des armées, son Excellence, M. Faure Essozimna Nyasingbe, grâce à qui des activités de ce genre, facteurs de cohésion et de solidarité, rassemblent souvent le militaire et le paramilitaire pour partager des moments de vive émotion. Le match inaugural a opposé Douane nationale en maillot rouge au régiment blindé de reconnaissance et d'appui en bleu. L'entame de la partie était d'une bonne qualité. La preuve, régiment blindé de reconnaissance et d'appui obtient d'entrer une double occasion à la 17e et 26e minute venant du flanc droit. On croyait la douane nationale écarter le danger, mais contre le cours du jeu, Ebra ouvre la marque à la 30e minute. Œuvre de Agoro Rouen. L'Office togolais des recettes OTR a cherché à revenir au score, mais les réactions restent insuffisantes devant le but. Douane nationale 0, régiment blindé de reconnaissance et d'appui 1, score à la pause. Du retour sur la pelouse, on pensait que la douane nationale allait prendre en main la rencontre, mais elle se fait caler au niveau de sa défense par Herbra. Malgré plusieurs tentatives de part et d'autre, Herbra a pu maintenir sa position jusqu'au coup de sifflet final. Le comité d'organisation est satisfait du début de ce 37e championnat. L'Office togolais des recettes s'honore encore une fois d'organiser ce 37e championnat militaire et paramilitaire de football après celui de 2019 et surtout du choix porté par la hiérarchie militaire sur son commissariat des douanes et droits de l'homme. Vive le sport, vive le football, vive le championnat militaire et paramilitaire et que la fête soit belle. Au-delà du bien-être physique et mental, le sport constitue un véritable canal de cohésion et de camaraderie entre les unités des forces armées togolaises. Et je vous propose à présent de suivre l'intégralité de la conférence de presse qui a suivi le compte-rendu du Conseil des ministres de ce mercredi. Moi, c'est Abbas Issaka, du journal Le Mania Libéré. Monsieur le ministre, vous avez parlé des intermédiaires et auxiliaires du transport. Est-ce qu'on peut revenir sur les notions de ces intermédiaires et auxiliaires de transport-là? Et en même temps, pourquoi c'est aujourd'hui que le gouvernement décide de mettre les conditions d'accès à ces professions? Merci. Alors, pour revenir sur les intermédiaires de transport et les auxiliaires de transport, peut-être qu'il faut choisir des exemples. Lorsqu'on parle d'intermédiaires de transport, on pense notamment aux commissionnaires de transport, on pense également aux courtiers de fret. En fait, un commissionnaire de transport, c'est quelqu'un qui va prendre la charge de récupérer, par exemple, votre marchandise, de la convoyer à la destination souhaitée, sous sa responsabilité. Un courtier, c'est celui-là qui va mettre en relation un transporteur et quelqu'un qui a du fret, quelqu'un qui a des marchandises.
Si nous pensons aux auxiliaires, on peut citer les groupeurs. Un groupeur, c'est quelqu'un qui identifie des marchandises de petite taille, qui les regroupe et qui les met à la disposition d'un transporteur pour que celui-ci les porte à une destination. On peut penser aussi, dans le cas des auxiliaires, aux loueurs de véhicules, aux manutentionnaires, ceux qui aident à charger les véhicules, par exemple, ce sont des auxiliaires de transport. Donc vous voyez, ce sont des professions qui existent de façon informelle et que le gouvernement essaye d'encadrer désormais pour justement faciliter la professionnalisation du secteur. Tout cela rentre dans la déclinaison de la loi cadre sur le transport et dans la réorganisation globale du secteur. Est-ce que le gouvernement pourra amener ces intermédiaires ou auxiliaires à se plier quand on sait que la plupart d'entre eux exercent dans des gares routières sauvages? Alors, dans l'agenda du gouvernement, il y a une série de textes qui est programmée. Et les dernières semaines, nous avons parlé de conditions d'accès à la profession même de transporteur routier. Et vous comprendrez que la question même de l'installation des gares routières et de leur exploitation fait partie de cet agenda-là. Lorsqu'on décide d'encadrer le travail des auxiliaires et des intermédiaires de commerce, évidemment que l'encadrement des gares routières sauvages, ou en tout cas la réorganisation de ces gares-là, fait partie de l'agenda. Mais est-ce que le gouvernement peut? Évidemment, c'est la responsabilité du gouvernement d'aller au bout de ces idées, puisque tout un secteur professionnel est en jeu. L'effectivité des normes dépend non seulement des destinataires de la norme, c'est-à-dire les personnes à qui les règles s'appliqueront, mais dépend aussi de la capacité du gouvernement à les faire respecter. Et aujourd'hui, on voit parfaitement l'engagement du gouvernement aller dans ce sens-là pour assainir une profession qui doit continuer à contribuer à l'économie nationale, mais aussi à faire vivre les acteurs du secteur. Je suis Assoté Essobi Daniel du Chronique de la semaine. Monsieur le ministre, l'État veut réorganiser les crèches et les garderies. Et l'État a dénombré 28 crèches. Et nous voulons savoir qu'en sera-t-il pour le reste. Alors, le sondage qui a été effectué, la recherche qui a été effectuée a effectivement permis d'identifier 28 crèches et garderies sur toute l'étendue du territoire. Donc, il s'agit des crèches et garderies déclarées. Et la raison pour laquelle il y a une certaine réserve sur le nombre, c'est qu'il en existe probablement qui ne sont pas déclarés, qui sont dans le secteur formel. Alors, la démarche qui est celle du gouvernement aujourd'hui est celui d'un encadrement, encadrer le secteur. Et pour proposer une réglementation, il nous faut d'abord savoir ce que l'on a sous la main en termes de crèches. C'est pour cela que l'enquête a été menée. Une fois que le texte sera adopté, évidemment que toutes les formes de crèches-garderies seront soumises aux dispositions qui seront proposées dans le texte. On voit qu'il y a d'autres parents, ils gardent les enfants auprès des voisins. Ce n'est pas dans les crècheries comme ça. Est-ce que cette forme aussi sera rejetée ou bien prise en compte par l'État? En réalité, il n'y a pas de nécessité de proposer un encadrement particulier pour ce type de garde. Parce que dans la relation que les parents peuvent nouer avec leurs voisins ou avec d'autres parents, et une relation qui leur permet de faire garder leurs enfants, on est dans une relation de type privé. C'est-à-dire que vous choisissez de confier la garde de votre enfant à une personne que vous connaissez. Cela peut être sous la forme d'un contrat. Lorsque vous engagez une nounou, vous contractez avec celle-ci qui vient garder les enfants chez vous, ou alors chez qui vous faites garder les enfants. Vous pouvez faire un contrat de babysitting où vous engagez une personne pour garder vos enfants. Donc on est là clairement dans une relation de type privé qui n'est pas concernée directement par le texte sous étude en conseil, mais qui est d'ores et déjà encadré par les règles de droit commun. On sait aussi que dans ces garderies, les coûts sont vraiment élevés. Et vu que l'État même voit qu'il y a de l'importance à prendre soin de ses enfants, est-ce que l'État prévoit subventionner ou bien plafonner le prix? On est sur un démarrage. Le texte vient poser les bases réglementaires de ce type d'activité.
il n'est pas nié que l'activité crèche-garderie a une dimension sociale non négligeable. L'intervention de l'État se déterminera en temps voulu, mais n'oublions pas que l'État n'est pas le seul acteur du secteur. Les entreprises privées peuvent aussi, ou le secteur privé pourra lui aussi, en temps utile, participer à la prise en charge que susciteraient les gardes des enfants de leurs employés ou la crèche de leurs employés. Donc c'est une réflexion globale qui est sur la table. La dimension sociale, je le répète encore, n'est pas négligée, mais l'État n'est pas le seul acteur non plus sur le secteur. Le secteur privé jouera sans doute un rôle important. Je suis Ramdan Bassina, journaliste à la télévision togolaise. Quel est l'état des lieux de l'exécution du projet ou bien du programme de désenclavement des pistes rurales? Alors, le projet de désenclavement des pistes rurales est un axe très important de la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Alors, ce projet, dont les objectifs sont très clairs, favoriser le désenclavement des zones productrices de notre pays, favoriser l'accès aux infrastructures socio-économiques, aux populations les plus enclavées. C'est un projet qui se décline en trois axes. Le premier, c'est l'aménagement de pistes rurales. Il a été identifié 4000 km à aménager. Ensuite, le deuxième axe va concerner l'entretien du réseau existant. Et le dernier axe concerne la modélisation du réseau. Alors, spécifiquement sur la modélisation, l'objectif, c'est de créer une banque de données sur les pistes rurales. Une banque de données qui permettra de manière digitale de connaître en temps réel l'état de dégradation des voies, les besoins sur les pistes rurales notamment. Aujourd'hui, on peut faire un état des lieux rapide pour identifier que sur le volet entretien des pistes rurales, on a autour de 1270 km achevés et 712 km en cours. Sur le volet aménagement de pistes rurales, près de 700 km sont déjà terminés et d'autres sont en cours d'exécution. Sur l'axe 3, sur les 10 000 km qui sont projetés pour être modélisés, on a le tiers dont la collecte des données est déjà effectuée et la consolidation de celle-ci en cours. Ce qu'il faut noter, c'est que sur ce genre de projet, on a un certain nombre de défis. On a le défi de la gestion de nos différentes saisons, c'est-à-dire que pendant les saisons de pluie, les entreprises qui travaillent sur le secteur n'ont pas la possibilité de continuer à avancer. Et l'on a rencontré aussi, dans le cadre de la politique d'implication des PME, l'on a rencontré un nombre important de résiliations de marché, soit parce que les TPME n'ont pas de capacité suffisante pour exécuter le marché, capacité matérielle, capacité financière, soit parce que celles-ci ne sont pas très bien organisées pour attaquer de tels marchés. Donc, des leçons sont tirées de cette première phase et des correctifs sont en train d'être mis en place. Au total, sur ce projet, le gouvernement entend mobiliser près de 67 milliards pour effectuer ce projet prioritaire. Justement, on sait que c'est un vaste projet, un projet assez audacieux. Rassurez-nous du suivi qui est fait de ce programme. Il est fait un suivi important sur ce programme en particulier, raison pour laquelle chaque semestre, il y a une communication qui est faite au Conseil des ministres pour édifier non seulement le président de la République, mais que les membres du gouvernement aussi sur l'évolution. Mais au-delà de cela, d'un point de vue technique, un certain nombre de bureaux de contrôle est coopté pour suivre les chantiers de façon continue et ces bureaux de contrôle sont cooptés sur des chantiers spécifiques, c'est-à-dire que pour un bureau de contrôle, il y a un nombre de chantiers bien délimité. Les bureaux de contrôle ne se retrouvent pas avec une masse trop importante de chantiers à contrôler. Au-delà de ce contrôle qui est un contrôle technique, il y a désormais l'ambition de faire participer les collectivités, les populations et les responsables locaux au suivi du chantier. Vous savez, comme vous et moi pouvons
jouer le rôle de sentinelle, si vous voulez, en signalant l'évolution d'un chantier, l'arrêt d'un chantier, l'abandon d'un chantier aux autorités compétentes pour que celles-ci puissent réagir en temps utile. Dans la dernière communication, vous avez parlé des agents de santé communautaire et des relais communautaires. Qui sont-ils? Quel est leur rôle? Est-ce qu'ils sont des agents de l'État? Sont-ils payés par l'État ou bien c'est des volontaires des communautés qui vont travailler? Alors, un agent de santé communautaire, pour dire les choses rapidement, c'est quelqu'un comme vous et moi. Alors, plus précisément, on peut dire qu'un agent de santé communautaire, c'est un trait d'union. C'est un trait d'union entre le système de santé et la communauté. Vous savez, dans notre pays, au regard de la structuration même du pays, on a des zones urbaines, des zones rurales et des zones qui sont vraiment désenclavées. Et dans ces zones-là, l'accès aux soins n'est pas toujours aisé. Et parce que l'accès aux soins n'est pas aisé et que l'ambition du gouvernement, c'est justement d'atteindre cette couverture sanitaire universelle, il est nécessaire par endroit d'identifier une personne de la localité, de former cette personne-là aux soins primaires pour que cette personne puisse avoir les compétences de base pour pouvoir référer, pour pouvoir donner des conseils sanitaires de base, pour pouvoir conseiller les communautés sur les soins de santé. Donc en général, ce sont des personnes qui sont issues d'une communauté, qui sont dignes de confiance de la communauté et qui servent de relais au système de santé. Donc ces personnes-là sont identifiées, sont formées par des professionnels de santé et facilitent la promotion des soins de santé dans la communauté. Ce sont des personnes qui sont prises en charge par le gouvernement et dans notre pays aujourd'hui, sur ce volet-là en particulier, le gouvernement est appuyé par des partenaires techniques et financiers. Et justement, la communication de ce jour vise, entre autres, à faciliter une certaine cohérence dans l'action de ces partenaires aux côtés du gouvernement. C'est quoi la santé communautaire? Alors, la santé communautaire, il n'y a pas une santé particulière, mais lorsqu'on parle d'agents de santé communautaire, on parle ici d'individus qui travaillent au sein de la communauté. Si on prend un village qui est à 50 km d'une formation sanitaire, ce village-là forme une communauté. On va identifier au sein de ce village-là une personne, on va la former sur des thématiques classiques pour que, si par exemple un enfant au sein de cette communauté a la diarrhée, que cet agent-là puisse donner les conseils utiles aux parents afin que les parents commencent à aider l'enfant en question. Mais évidemment, si la situation sanitaire nécessite une intervention qui sort de la compétence de cet agent de santé communautaire, il a la responsabilité de référer les parents à une formation sanitaire qui n'est pas très loin. Et ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.